Madame, monsieur, bonjour et merci d'être avec nous après quelques semaines d'absence. Je suis heureux de vous retrouver sur le plateau de droit de réponse ce dimanche. Je vous propose les trois sujets qui auront retenu l'attention de cette autre livraison. D'abord, ce braquage en rapport avec l'agence d'Ecobank au lieu-dit ancien 3e dans la ville de Douala. Vous vous souvenez certainement qu'au cours de ce braquage, des malfrats ont mortellement tiré sur 2 gendarmes emportant, selon des sources, avec eux plus de 200 millions de francs CFA. Sur le plan du traitement de l'information par la presse, est-il évident de tracer aujourd'hui la frontière entre Transvaal, qui, pour le cas d'espèce, était chargé de convoyer l'argent, et Ecobank, autour de laquelle s'est produit le braquage au moment du transfert justement des fonds. La double détente de la presse cette semaine est-elle compréhensible quand on sait qu'au lendemain de cet acte perpétré mercredi dernier, des journaux ont d'abord parlé d'un braquage à Ecobank avant la mise au point de la banque qui semble elle-même extirper sa responsabilité de la cause. Seulement, dans l'un ou l'autre cas, est-il superflu d'indexer la défaillance sécuritaire comme semble le démontrer le journal Aurore Plus et bien d'autres journaux qui ont paru cette semaine. Un autre sujet qui continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive, c'est la libération des otages français enlevés au Cameroun. Et cette semaine, des journaux, on l'a remarqué, ont abondamment titré sur ce qu'ils ont qualifié de dessous de cette libération. Faut-il croire effectivement qu'il y a eu paiement d'une rançon? Si oui, qui a payé la note? Surtout par Jean-Paul Akono, le sélectionneur des Lions indomptables du football, présenté par le quotidien La Nouvelle Expression cette semaine comme le pompier pestiféré. L'appel à candidature internationale pour le recrutement d'un entraîneur à l'équipe nationale du Cameroun ne sont-elles pas comme une éjection déguisée de Jean-Paul Akono? La presse a-t-elle raison de répondre par l'affirmative? Madame, monsieur, voilà autant de préoccupations que nous nous proposons de partager avec vous cette semaine, mais surtout avec nos invités. Nous aurons sur ce plateau Timothée Makongo, qui est une ancienne gloire du football camerounais, qui est un analyste sportif. Nous aurons également, pour les questions de sécurité autour des banques, un ancien flic, Moïse Niemb, qui a collaboré à l'époque avec Interpol. Mais pour l'instant, sur le plateau, nous avons Tchèque Ibrahim Bombo, pas du tout, Tchèque Ibrahim Bombo Moubarak est également annoncé à ce plateau, les socio-islamologues, mais pour l'instant nous avons Tchèque Hassan Sangou, bonjour. Vous êtes guide national du schisme au Cameroun et aux côtés des salafistes, des chiites, les chiites ont souvent été indexés dans les mouvements extrémistes. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers, et salutations de Dieu sur l'ensemble de ses prophètes jusqu'au sceau du prophète Mohammed et ceux qui les sont suivis jusqu'au jour du jugement. Par rapport au terrorisme, d'abord, vous savez, il y a toute une diversité du terrorisme. Si vous voulez qu'on parle du terrorisme aujourd'hui... On va y revenir. Je voulais tout simplement que vous répondiez d'entrée de jeu à cette accusation qui a souvent été adressée contre l'islam chiite. C'est une accusation malhonnête. On le verra tout à l'heure. Nous avons Kaminele, journaliste, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté ce plateau. Vous êtes journaliste d'investigation. Vous avez abondamment travaillé sur la question de Boko Haram, surtout sur la question de la prise d'otages. Oui, absolument. D'abord, en qualité de spécialiste de l'enquête criminelle, et ensuite par le fait que je connais très bien cette zone de l'extrême nord du Cameroun, entre l'extrême nord et le Tchad. Donc, ce qui fait que c'est toute cette zone. Vous connaissez très bien l'état de Borno au Nigeria, plus précisément Maïdogori, qui est présenté aujourd'hui comme le fief de cette secte islamiste. Qui est présenté depuis toujours, même pas qui est présenté aujourd'hui, qui est présenté, qui est le fief en fait. Cette région est le fief des islamistes de... Voilà. Jules Diawé Obédé, dont ces questions ne sont pas très inconnues. Bonjour. Bonjour. De la société civile. Oui. Merci d'avoir accepté ce plateau. Maintenant, pour planter le décor sur le traitement de cette actualité par la presse, je vous propose de suivre avec beaucoup d'attention la revue de la presse que signe Sandrine Yamga. Bonjour. Bonjour Félix.
Et donc, pour ce dimanche, on va revenir sur quelques sujets qui ont marqué l'actualité cette semaine dans la presse. Quelques jours après l'annonce de la libération des 7 otages français, les journaux ont tenté d'en savoir un peu plus sur les contours de cette libération. Le Messager, à sa une, a essayé d'évoquer les dessous de cette affaire entre l'analyse d'un expert des relations internationales et le récit, ou mieux, le film des négociations. Le Messager révèle que le Cameroun s'est appuyé sur les chefs traditionnels pour parvenir à ce résultat et que la France a bel et bien payé une forte rançon dans cette affaire. Même si le journal n'évoque pas la somme déboursée par Paris, le Messager avertit que le Cameroun n'est pas à l'abri des actes terroristes. L'Œil du Sahel affirme quant à lui que pour obtenir la libération des 7 Français, le Cameroun a dû libérer 14 membres de la secte islamiste Boko Haram, une œuvre du Bir, finalement à la manœuvre selon ce journal. Mais la rançon versée par Paris est estimée entre 5 et 7 millions de dollars, signale le journal L'Œil du Sahel. La Nouvelle Expression fait savoir que Paul Biya s'est fait aider par le Nigeria, la Grande-Bretagne, les États-Unis et la France pour libérer la famille Moulin-Fournier. Le quotidien français Le Monde a révélé selon la Nouvelle Expression que les prisonniers de Boko Haram, monnaie d'échange avec les otages, purgeaient des peines non pour des affaires de terrorisme, mais pour des affaires foncières, des rivalités foncières et même des conflits commerciaux. Un dénouement qui fait plutôt croire à Ouest Littoral cette semaine que le gouvernement camerounais est au service de l'étranger. Les malheurs d'Ecobank continuent, affirme la Nouvelle Expression. Comme dans un film, le braquage a été spectaculaire, continue le journal La Nouvelle Expression, qui évoque un nouveau mode d'emploi pour les malfrats. Ces derniers, selon Mutation, pendant cette attaque, ont tué un gendarme et emporté environ 205 millions de francs CFA. Le Messager, qui dit détenir les vérités d'Ecobank sur ce hold-up, affirme que cette entreprise bancaire a un système de sécurité fiable selon l'administrateur directeur général, qui a déclaré que ce n'est pas l'agence Ecobank qui a été attaquée, mais le fourgon du partenaire Transvaal, a noté Mustapha Fall. Europe Plus annonce que 2 gendarmes chargés de l'escorte de l'agent d'Ecobank sont morts après avoir reçu des balles durant l'attaque. Pour ce journal, ce braquage est la conséquence d'une défaillance sécuritaire de Transvaal, encore que les pistes d'un coup prémédité se précisent selon l'enquête ouverte et confiée Europe Plus. Une situation qui pourrait choquer plus d'un, tout comme Jean-Paul Akono, qui s'est révolté cette semaine après que le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Adoum Garoua, a lancé un appel à candidature pour le poste d'entraîneur de l'équipe nationale de football. Dans le journal La Nouvelle Expression, Jean-Paul Akono affirme que c'est un piège et des prétextes pour le faire partir. L'actuel entraîneur y a fait savoir notamment qu'il ne postulera pas, mais pour lui succéder, au moins 80 candidats sont en cours, affirme La Nouvelle Expression, qui a dressé le portrait de quelques postulants, à l'instar de Luis Fernandez, Pierre Lechamp, Étienne Sonquin, Bonaventure Djonkep, Ngoya Ekwam. En l'occurrence, des candidatures à l'appel, note le quotidien Mutation, qui parle d'une centaine de candidatures enregistrées par la Fédération camerounaise de football. Mutation qui fait savoir qu'entre lobbying et envie de convaincre, le banc de touche des Lions indomptables malgré les résultats attise encore des convoitises. C'est l'essentiel de la presse pour ce dimanche. Dimanche prochain, finalement. Merci Sandrine Yamga, madame, monsieur. Après 60 jours de captivité, les otages français enlevés en territoire camerounais le 19 février dernier et amenés au Nigeria ont été libérés. C'est un fait. Et à l'époque, on se souvient que la presse camerounaise est revenue abondamment sur la question. Et cette semaine, on a remarqué un regain d'intérêt pour cette actualité au sein de la presse locale. Des révélations qui sont faites, Camille Nélé. Est-ce que vous comprenez cette démarche de la presse qui, cette semaine encore, a parlé d'un certain nombre de révélations autour de la libération des otages français enlevés au Cameroun et libérés par la suite? Mais il est tout à fait normal que la presse tombe dans l'analyse.
et plante le décor après la libération de ces otages, parce que nous savons tous très bien que pendant 2 mois, il n'a été question que de cette prise d'otages qui constituait une première au Cameroun, et il était donc tout à fait normal que la presse s'en émeuve et en parle. Mais maintenant, le problème, c'est de savoir entre les conjectures et les supputations où se trouve la vérité, parce que une chose est sûre et certaine, les otages ont été libérés, c'est ce que tout le monde souhaitait et tout le monde est content. Le Cameroun lui-même s'en tire à bon compte avec ces otages là qui ont été libérés en l'espace de 2 mois pile. C'est une très très bonne chose. Savoir comment ils ont été libérés, je pense que c'est une affaire. Est-ce que vous pensez que c'est périphérique de savoir comment est-ce que ces otages ont été libérés? Je pense que ou encore, est-ce que c'est négligeable? Ce n'est pas négligeable, c'est important peut-être, mais certainement c'est une affaire qui relève aujourd'hui du top secret, parce qu'il est sûr, il est très très sûr que c'est au terme de fortes négociations que ces otages ont été enlevés. Mais qui a négocié ou quand? Alors, mais est-ce que les avances que la presse a faites cette semaine sont plausibles? Notamment quand tu as dit qu'une rançon a été payée à coût de plusieurs milliards de francs CFA. Il faut d'abord commencer par nous poser des questions sur la personne qui a enlevé ces otages. Qui a enlevé ces otages? On a parlé de Boko Haram dès le lendemain. Tout à fait. Mais Boko Haram, ce n'est pas établi aujourd'hui, parce qu'à l'analyse, si on regarde comment ça s'est passé, si on regarde le modus operandi, si on tient compte de ce qui se passe au Nigeria aujourd'hui avec ce clash particulièrement violent qui est entre le Nigeria, le gouvernement du Nigeria et la secte de Boko Haram, on comprendra facilement que ces otages-là n'étaient pas entre les mains de Boko Haram, parce que avec la violence par laquelle Boko Haram a l'habitude de réagir, ces otages-là auraient constitué non seulement une monnaie d'échange, mais auraient constitué une pièce à l'intérieur de cette bataille aujourd'hui entre Boko Haram et le gouvernement. J'ai penché dès le début pour l'éventualité d'un acte perpétré par des bandits. Je l'ai d'ailleurs dit dès le lendemain, ici j'avais été l'invité du journal. Justement, cette question de la nature et de la qualité de ceux qui ont enlevé ces Français a été remise dans la presse cette semaine. Tchèque Ibrahim Bobo Moubarak, bonjour. Merci de nous retrouver sur ce plateau. Vous êtes ministre de culte, vous êtes socio-islamologue. Merci pour cette invitation offerte. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, le débat sur la qualité et la nature de ceux qui ont enlevé ces Français devrait encore se poser? Est-ce qu'ils sont de toute évidence que cet acte a été perpétré par Boko Haram au regard des méthodes très connues de cette secte islamiste? Je pense que cela entre en étroite ligne sur les recherches et les suivis que je fais particulièrement depuis 1888 sur les pistes de mouvements socio-religieux et terroristes, depuis l'événement de Bosnie pour arriver en Afghanistan et pour arriver où on en est aujourd'hui, et qu'il faut aux Camerounais, à la presse camerounaise, de pouvoir s'y intéresser. Il est assez clair de savoir que c'est une opération qui a été menée bel et bien par ce nébuleux branche de Al-Qaïda qui est appelé Boko Haram pour le sud du Sahara, à travers, n'est-ce pas, une agence qui est sous elle, appelée les Ansar. Mais ce qu'il faut noter, c'est que qu'est-ce que c'est que le Boko Haram aujourd'hui au Nigeria? C'est un élément assez important de savoir, afin d'avoir une lecture assez palpable pour le sol ou la population camerounaise. Le Boko Haram est certes un mouvement terroriste islamiste, entre guillemets, au Nigeria, qui a des ramifications avec Al-Qaïda et qui est soutenu par certains hommes forts, n'est-ce pas, du Nigeria, dans le jargon politique nigérien, des hommes forts, qui, n'est-ce pas, dessus par le fait que le Nigeria aujourd'hui soit conduit par un chrétien du Sud, et qui ont tendance, n'est-ce pas, à utiliser cette voie pour des revendications. Vous n'êtes pas sans ignorer que lorsqu'on parle de certains États du nord du Nigeria, il s'agit des États purement qui sont des États fédérés, mais qui ont l'islam comme socle, n'est-ce pas, social. Et c'est pour cette raison que, à travers ce socle terroriste,
ce label terroriste, on voudrait arriver à appuyer sur le système gouvernemental nigérien. C'est un moyen de revendication. Au-delà donc de cela, le Cameroun a donc servi pratiquement depuis quelques années cette arrière-garde lorsque ce groupe est assez pourchassé. Pas seulement le Cameroun, le Tchad et le Niger. Et tout dernièrement aussi la RCA qui leur connaît sur leur sol. On ne peut pas, et il y a des preuves assez tangibles dans des études que nous avons effectuées et dans des échanges au niveau tant national qu'international qui prouvent qu'il s'agit bel et bien d'une piste boko haramiste. Jules Ndiawe, est-ce que cette piste tient au regard de toutes les révélations que la presse a faites cette semaine? Oui, je ne vais pas faire ici le procès de la presse, mais je sais que la presse aussi avait le devoir dans cette affaire d'éclairer l'opinion, non pas seulement en s'appuyant sur des analyses stériles, mais en faisant un travail de terrain. Et aujourd'hui, c'est plutôt la presse qui en est à poser la question, plutôt que d'éclairer l'opinion. Mais je vais simplement dire que ce qui est arrivé avec la prise des Là, vous évoquez une carence de la presse. Oui. J'évoque une très grande carence de la presse. Parce qu'il est à noter que le jour où on a commencé, où la France commence des opérations au Mali, ce même jour, des journalistes français entrent dans le territoire camerounais, vont dans cette zone de hasard et périphérique, font des interviews pour amener les riverains à reconnaître l'existence de Boko Haram dans cette zone. Donc, mais vous voyez, c'est des journalistes français qui viennent faire ce travail. Et pourtant, nous avons des journalistes au Cameroun. Mais ces journalistes français qui ont fait ce travail, ils l'ont fait pour le compte de qui? Est-ce qu'ils ne l'ont pas fait pour le compte des services secrets étrangers, dans le but d'une quelconque planification? Point d'interrogation. Donc, je pense que la question, il faut l'approfondir. Il serait simpliste d'accuser Boko Haram. Il serait simpliste d'accuser des bandits, mais je ne veux pas remettre en cause des accusations en la direction de ces personnes, parce que jusqu'ici, on a du mal à savoir encore qui est passé à l'acte, qui a pris les Français en otage. Donc, dans une république, dans un état de droit, il faut éviter d'accuser sans preuve. Mais ce qu'il faut faire, c'est de relever qu'effectivement, il y a eu des manquements de tous bords. Il y a eu des manquements de tous bords. Donc, pour moi, le sujet, la question est pertinente et le sujet demeure, parce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on a libéré ces otages qu'on a trouvé une solution au problème d'insécurité dans la zone. Est-ce qu'il faut encore douter aujourd'hui que cet acte aurait été perpétré par Boko Haram? Assurément, l'acte a été perpétré par le Boko Haram. Il faut des affirmations démonstratives. Les affirmations démonstratives aimeraient qu'on éclaire l'opinion publique avec des exemples passés. Parce que l'histoire éclaire le présent et devient dès lors une boussole pour éclairer l'avenir. Si nous revenons sur les otages en question, posons-nous la question de savoir, ces otages sont-ils de quelle nationalité? S'ils sont de la nationalité française, est-ce que la France a-t-elle été déjà victime des enlèvements des otages? Lorsque nous nous posons cette question, nous revenons maintenant sur la source d'enlèvement. Si nous voyons par exemple Denis Alès, qui était chargé de la formation des policiers et des membres de commando de la présidence somalienne, Denis Alès était enlevé le 14 juillet 2009 par Shabab. Shabab qui est sous l'égide de Al-Qaïda. Si nous revenons toujours sur l'identité des otages, nous voyons par exemple Marie de Dieu, la vieille maman de 66 ans, qui a été enlevée par les pirates somaliens le 1er octobre 2011. Si nous revenons toujours sur l'identité des otages, toujours c'est la France qui a été frappée par l'enlèvement de deux jeunes de 25 ans,
au Niger, les deux de 25 ans, il s'agissait de Antoine Delcourt et Vincent Delory. Ces deux qui étaient en train de prendre leur déjeuner à la capitale du Niger, ils ont été enlevés par AQMI. AQMI qui est sous l'égide de Al-Qaïda au Maghreb islamique. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on enlève les otages français. Par qui? Si nous revenons encore en arrière, nous allons trouver qu'il y a un otage français, M. Michel Germano, qui était l'ancien électronicien qui a été investi dans l'humanité. Il a été enlevé par AQMI. Voilà, c'est des exemples donc, que vous citez certainement pour éclairer ce qui va suivre. Mais lorsqu'on revient dans le mode opératoire de Boko Haram, que vous connaissez certainement aussi bien, est-ce qu'il y a un rapport à faire avec les derniers événements, ces événements récents, où ce groupe qui a perpétré cet acte a revendiqué le paiement d'une rançon? Est-ce que c'est dans la pratique de Boko Haram? Quand on dit ce n'est pas dans la pratique de Boko Haram, il y a les pratiques instantanées. Selon les besoins, Boko Haram avait ces éléments au Cameroun et au Nigeria. Regardez la revendication. Comme ils ont dû utiliser l'essence avec les motos pour venir enlever des otages, alors il fallait le remplacement de ces monnaies gaspillées pour le logement des otages pendant 2 mois. La rançon était pour équilibrer la bonne garde, puisque les otages eux-mêmes ont confirmé qu'ils étaient bel et bien entretenus. Oui, moi je suis tout simplement amusé par autant d'affirmations péremptoires. Je dis commençons par le mode opératoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est passé où? Et ça s'est passé comment? Et maintenant, avant de tomber sur, sur la dissection des méthodes de Boko Haram. Et qu'est-ce que Boko Haram? Parce que Boko Haram, on a beau dire Boko Haram, c'est aujourd'hui une nébuleuse. Ce n'est pas une organisation, ni Al-Qaïda. Al-Qaïda est devenue une nébuleuse aujourd'hui. S'il n'y a pas un commandement unique avec un chef qui peut dire faites ceci, faites ça. C'est un ensemble de nébuleuses. C'est chacun qui décide de créer son admis, de faire ses coups. Je dis, revenons donc à l'affaire des touristes français. Qu'est-ce qui se passe? Ceux qui connaissent la région, et moi je la connais particulièrement, entre Maroua et Kousséri, d'abord la route est dans un état absolument hallucinant. On circule à 30 km à l'heure. 30 km, mais il n'y a que 270 km entre Maroua et Kousséri. Et ces 270 km, on les parcourait en 3 heures, 2h30, 3 heures. Aujourd'hui, on prend 8 heures pour aller de Kousséri à Maroua. Ça, c'est l'une des raisons fondamentales pour lesquelles ces touristes ont été enlevés. Et ces touristes ont été enlevés par qui? Par des gens qui étaient en moto. Une moto, forcément, peut facilement arrêter une voiture qui roule à 30 km à l'heure. On les a emmenés, quand on est à Dabanga, on voit le Nigeria à 200 mètres. Mais pourquoi vous voulez qu'on leur enlève l'identité de Boko Haram? Tout simplement par rapport au mode opératoire. Je dis qu'on enlève, moi, à mon humble avis. Et là, je dis que le président Hollande lui-même a été très très vite en besogne en indexant immédiatement Boko Haram. C'est tout comme je m'insurge contre le fait que ces touristes aient été enlevés à cause de l'implication de la France dans la guerre du Mali. Quand, après leur passage dans les vidéos, et si l'on s'en tient à leur déclaration, ils ont dit que eux, ils sont décidés à faire du Nigeria un État islamique. Et ils demandent la libération de leurs otages au Cameroun et au Nigeria. Sans plus. Ils n'ont pas parlé du retrait de la France du Mali. Ils n'ont pas, et d'ailleurs, s'ils voulaient se servir de ces otages pour le retrait de la France du Mali, ils l'auraient fait. Ils ne l'ont pas fait. Mais moi, je continue sur le mot opératoire. Vous citez lui. Pardon? Oui, je continue sur le mode opératoire. Je suis en train de dire qu'on a trop vite et trop directement indexé Boko Haram. Boko Haram est une nébuleuse. Ces gens qui ont indexé, moi, je persiste à croire que ce sont des bandits qui ont fait du banditisme transnational. Ils enlèvent quelqu'un au Cameroun, ils vont au Nigeria, ils montent une mise en scène, ils font monter les enchères. Et c'est ce qui s'est passé. Les gens ont aussi de tenir compte du fait que quand le plus grand marché sur cette route, c'est à doubler. Doubler
À Doublé, vous ne trouvez que de la marchandise nigérienne. Quand vous êtes à Dabanga, vous voyez le Nigeria de l'autre côté. Les frontières sont tellement poreuses que quelqu'un peut voler ici, partir là-bas. Au mois de janvier, laisse-moi terminer. Pour citer rapidement, au mois de janvier, quand je revenais du Tchad, il y a deux jeunes hommes en moto qui sont partis du Nigeria en moto, qui sont arrivés à Koussiri, qui ont égorgé quelqu'un à Koussiri, qui sont repartis. On a dit que c'était des gens qui étaient venus se venger de quelqu'un qui avait dénoncé les gens de Boko Haram au Nigeria. La menace de Boko Haram, donc, dans cette zone, on parle de Boko Haram, mais Boko Haram est un mouvement qui est à l'intérieur du Niger et qui a des problèmes à régler avec l'État du Nigeria. Est-ce que vous comprenez le type de diplomatie que le Cameroun a utilisé? Parce qu'on remarque que les otages sont libérés, pas remis à Abuja, mais plutôt à l'autorité de Yaoundé. Le Cameroun aurait procédé par l'entregent de quelques chefs traditionnels Kanuri. Est-ce que vous comprenez très bien ce type de diplomatie? Dans tous les cas, entre les trois pays, la France, le Nigeria, le Cameroun, qui avait le plus intérêt à ce que cela se solde comme ça s'est soldé? Évidemment que l'intérêt est carrément triangulaire. Mais ce que je voudrais pouvoir répondre à cette question qui soit posée, c'est que le Cameroun a gardé une méthode assez sereine qui lui est propre et qui est une méthode qui l'a toujours amené à réussir lorsque on n'a plus espoir. Cette manière de garder une certaine sérénité, une certaine disponibilité dans la discrétion totale. Et c'est ce mode qui permet, n'est-ce pas, à résoudre des problèmes assez délicats comme celle de libération des otages. Et que la méthode qu'a toujours utilisée, les deux méthodes qu'a toujours utilisées la France dans le cadre, n'est-ce pas, de ces otages, soit celle par la force qui est un système purement américain, soit parfois des méthodes par négociation, et qu'elle s'est frappée les mains sur la table de dire que c'était plus la méthode qui puisse être utilisée. Donc il fallait utiliser celle de communiquer et d'agir en même temps, et qui est une méthode qui ne passait pas avec ces otages. Utiliser aussi la coopération avec le Nigeria particulièrement, et nous en savons, que le président Goodluck Jonathan a fait un déplacement dans le nord du Nigeria, à Maiduguri. Il a passé 2 jours afin d'explorer et d'amener même des tactiques de guerre, et qui n'a pas porté des résultats assez positifs. Et maintenant, la méthode purement triangulaire où le Cameroun était plus mis en avant à pouvoir utiliser, n'est-ce pas, les chefs riverains, les chefs de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria, qui sont des leaders de tribus, n'est-ce pas, que partagent le Cameroun et le Nigeria, afin de leur faire comprendre, entre autres, que cela serait bénéfique pour eux, parce que sur le sol camerounais, si non seulement ces tribus sont indexées comme étant des alliés de Boko Haram, ce ne sera pas la chose purement idéale. Mais je voudrais dire quelque chose qui soit assez important, qu'on ne peut pas réaliser ce genre, n'est-ce pas, d'échange qui soit décodé à l'intérieur des discours des 2 discours d'ailleurs qu'avait tenu ce groupe Boko Haram, sans pour autant mettre, n'est-ce pas, un arsenal, n'est-ce pas, qui puisse être une équipe spécialisée en la matière et qui nécessite à ce qu'à leur portée, ils puissent avoir ce qui est vrai, des fonds propres à eux pour le travail demandé. Vous pensez donc que les avances que la presse a faites peuvent s'avérer exactes, fondées, qu'il y aurait eu le paiement d'une rançon à concurrence de plusieurs milliards de francs CFA, Jules Ndiaoui? Oui, cher ami, tous les États attaqués déploient des stratégies pour se défendre. Et ça, c'est une notion de science politique. Si la notion de défense, dans ce cas d'espèce, c'était de payer, je ne vois pas le mal. La France a payé combien au Liban il y a 20 ans? Mais moi je dis, le Cameroun était attaqué. Le Cameroun est attaqué. Les ennemis du Cameroun sont à la manœuvre. Et ici, pour une première fois, il faut louer la démarche gouvernementale dans la gestion de cette crise. Il faut la louer. Vous savez, rien n'est anodin. Tout l'Est du Cameroun aujourd'hui, dans le processus des grandes réalisations, est exploité par la Chine. Les 90% des grands travaux qui vont permettre au Cameroun d'être émergent en 2035, les 70% autant pour moi, sont exécutés par des entreprises asiatiques. Donc ça pose un problème de géostratégie
Et vous pensez que la France a peur? Et je pense, je ne pense pas, je crois, et j'en suis convaincu, que des grandes puissances sont à la manœuvre. Vous savez, en Afghanistan, Al-Qaïda, qui a créé Al-Qaïda? C'est les États-Unis. On a beau dire tout ce qu'on a à dire. Aujourd'hui, demain on saura qui a créé AQMI. Boko Haram, un jour on vous dira qui finance Boko Haram. Mais vous savez, c'est des outils que l'on peut créer, que l'on peut manipuler, qu'on peut utiliser comme bras séculier, à sa guise. Et moi je pense, dans le cas d'espèce de ce qui s'est passé avec la libération, avec la prise d'otages camerounais, je pense qu'il y a eu une manipulation. Cette manipulation tentait soit à faire du chantage au régime de Yaoundé, soit à récupérer la main gauche qu'on a perdu la main droite. Simplement pourquoi tout le débat s'est passé, il y a des questions clés que l'on ne s'est pas posées. Vous avez un fonctionnaire français en service au Cameroun, qui a ses enfants qui vont dans une école française au Cameroun. Cette école française, au moment où les enfants sont à l'extrême nord, est en plein cours. Et qu'est-ce que les enfants vont faire en tourisme alors qu'ils ont cours? Et quand on remonte les enquêtes, on vous dit qu'une semaine avant, cette même famille était à Limbé. Donc ils sont partis, le périple a commencé à Limbé. Donc on se demande donc, si dans l'exercice de fonction du papa, dans son contrat de travail qu'il amène au Cameroun, il est dit qu'il travaille aussi avec ses enfants. Honnêtement, c'est des petites questions comme ça que nous devons nous poser pour mieux cerner le problème. Voilà, cela veut dire, vous convenez qu'il y a eu un plan machiavélique contre le Cameroun. Les ennemis de la République sont à la manœuvre. Et Dieu merci, les républicains que nous sommes ne vont pas permettre que cette manœuvre soit élaborée. Tcheka Sansango, est-ce que vous comprenez, est-ce que vous pensez qu'il y a eu, que l'argent a circulé pour libérer ces otages? Quant à la circulation monétaire, je puis vous dire que le Cameroun, c'est le Cameroun. Je ne peux pas me réserver de dire que le Cameroun, c'est le tout premier État dans le monde en matière de sécurité. En matière de sécurité. Le Cameroun a fait preuve... L'état de sécurité au Cameroun est bon, c'est ce que vous voulez dire? Oui, plus que les autres États dans le monde. La sécurité au Cameroun est bonne. Un système d'espionnage... Et de renseignement. Oui, le Cameroun est le pivot du monde. Vous avez vu, tous les otages français sont voués à l'échec en cas d'opération. Mais quand c'est arrivé sur le cas de Cameroun... Cela veut dire qu'on a réussi là où les autres n'ont jamais réussi de la même manière. Cameroun a réussi là où les autres n'ont jamais pu réussir. Il y a toujours eu les échecs que fait la France au Mali, parce qu'elle est les otages français au Mali, il y a déjà combien de mots jusqu'à aujourd'hui. Mais arrivé en terre camerounaise, le Cameroun a dit non. Nous sommes un État basé sur la laïcité. Et cette laïcité basée sur un régime paix, travail, patrie comme devise. Il a toujours utilisé sa devise dans toutes ses démarches. Il a toujours utilisé sa devise. Si vous voyez le premier élément de la devise qui est la paix, nous ne s'attendions à ce que le Cameroun réussisse. Est-ce que vous pouvez répondre de manière définitive à la question que je vous ai posée? Est-ce que vous pensez qu'il y a eu paiement d'une rançon? Il n'y a pas paiement d'une rançon. Vous ne croyez pas au paiement d'une rançon? Il y a eu bon débarras. Quand je parle de bon débarras... Ça veut dire échange comme... oui, il y a juste eu bon débarras. De service. Excusez-moi, je m'explique sur bon débarras. Il y a eu juste bon débarras. Même les États-Unis d'Amérique, qui se dotent l'armement le plus sophistiqué du monde, n'a pas pu garder Al-Qaïda dans son propre territoire. Monsieur Obama, le président Obama, vient de promulguer une loi le 31 décembre 2012 interdisant la location ou le transfert des otages de Guantanamo aux États-Unis. Savez-vous pourquoi? Que ce soit Boko Haram, que ce soit AQMI, que ce soit Salafite, que ce soit le grand patron Al-Qaïda, ce sont les gens très virulents. Le Cameroun, avec son système sécuritaire, ne saurait prendre 14 Boko Haram pour mettre dans ses prisons et fabriquer des milliers de Boko Haram. C'est un risque. Le Cameroun est un pays sage. C'est juste un bon débarras. Donc le bon débarras pour libérer les otages, je pense que le Cameroun n'a rien versé comme rançon, parce qu'il s'agissait de bon débarras. Alors,
Vu sous cet angle, Tchèque Ibrahim Mbombo Moubarak, ou quelle que soit la nature de la négociation qu'il y a eu, est-ce qu'il n'y a pas une crainte aujourd'hui de croire que Boko Haram est au-dessus de tous les systèmes de sécurité et que Boko Haram aurait dépassé, pour le cas d'espèce, les trois nations, le Cameroun, le Nigeria et puis la France? Comment se fait-il qu'un groupe qui est identifié comme tel, un groupe dont on sait où il est localisé, qu'on puisse réagir ou alors négocier avec lui de la sorte? Pour répondre à cette question, je voudrais blanchir d'abord la presse camerounaise, parce que la presse camerounaise, depuis 2008, a toujours indiqué l'existence, n'est-ce pas, de Boko Haram et leur mouvement sur, n'est-ce pas, le sol Afrique centrale. Donc, le deuxième élément concernant votre question qui puisse être aujourd'hui posée, à savoir localisation de Boko Haram, c'est-à-dire de la direction de Boko Haram comme étant le Nigeria, il n'y a pas un lieu spécifique où on puisse dire ils sont là. Mais ils ont un chef. On connaît qu'ils sont, ils prennent toute une grande région, des régions, n'est-ce pas, où l'islam est considéré comme constitution ou base de vie de cet État fédéré. Alors, aujourd'hui, même au Nigeria, il y a une confusion totale. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a une confusion totale parce que le gouvernement, qui amène le gouvernement nigérien, l'armée et les agents secrets nigériens à ne pas pouvoir sortir ce qu'on appelle une sorte de listing. Et vous n'êtes pas sans ignorer que le Boko Haram n'est pas seulement des Nigérians. Dans les Boko Haram, vous en avez des Camerounais, on l'a toujours dit, vous avez des Tchadiens, vous avez des Nigériens. Et il ne faut pas s'ignorer un seul moment que Boko Haram n'est pas un mouvement terroriste à part. Boko Haram, c'est une branche d'Al-Qaïda et l'histoire, pour ceux qui en savent, parce qu'on ne veut pas y en revenir. Mais ce mouvement ne dépasse pas, en fait, la région de manière totale, parce que la zone de son influence est beaucoup plus Nigeria, et je vous ai dit que dans le discours Boko Haram, il y a des revendications purement politiques dans leurs États, et il y en a ceux qui soutiennent et financent le Boko Haram à partir du Nigeria pour une certaine revendication, je vous dis à l'introduction de mes réponses, et qu'au niveau du Cameroun, il y a une lisibilité. Il y a une lisibilité pour des services en charge, n'est-ce pas, de sécurité et de sûreté. Il y a une lisibilité, il y a une mesure préventive qui est mise, n'est-ce pas, en mouvement. C'est pour cette raison qu'on arrive aussi facilement à dénicher une solution sans la faire assez trop tarder. On serait arrivé à 1 an et voire plus, on aurait même ignoré les pistes où il se retrouvait. C'est parce que le Cameroun a des éléments qui lui permettaient, n'est-ce pas, d'aborder ce sujet et d'atteindre purement le résultat. Mais ce que je voudrais que nous puissions retenir ici, c'est qu'il ne faudrait pas faire la chasse, n'est-ce pas, aux fantômes imaginaires. Il faut éloigner ce problème au problème purement politique dont on ne pourrait pas contenir ce problème. Le véritable problème aujourd'hui de la France en Afrique, pour ne pas dire seulement au Cameroun, c'est que tous ces mouvements terroristes à partir de la Libye, qui est déjà aujourd'hui cette deuxième Afghanistan africain après la Somalie, il ne faut pas s'ignorer un seul instant que le fait que la France a été à l'avant-garde en Libye et qu'il y a une coopération internationale avec ces rebelles qui sont des éléments d'Al-Qaïda, et c'est Al-Qaïda qui veut dire aussi Boko Haram et ceux du Tchad et ceux de partout et ceux du Mali, et qu'à la fin, il y a un problème du partage de butin, il y a forcément des conséquences comme ce qu'on avait subi en Afghanistan et où, avec le Wall Street Center, avec tout ce qui se passe dans le monde. Le problème du terrorisme religieux n'est pas un problème purement de courant de pensée, mais c'est parfois des revendications, soit de ceux qui se sont mêlés à des jeux de pouvoir statuer, n'est-ce pas, un régime purement politique. C'est pour cette raison que lorsque vous faites une lecture sur le problème syrio-syrien et le problème Proche et Moyen-Orient aujourd'hui, vous trouvez que c'est cet foisonnement de tout cet ensemble de mouvements qui sont aujourd'hui en guerre. On peut parler de l'Al-Qaïda, on peut parler du Hezbollah, on peut parler de tout ceci qui s'entrechoquent à des intérêts aussi pour des intérêts qui ne sont que celles de détruire l'humanité. Est-ce que Boko Haram est ultra puissant? Boko Haram, je le répète, est une nébuleuse. Aujourd'hui, on sait très bien qu'après sa fondation, il y a quelques années, le chef suprême, celui qui parlait au nom de Boko Haram, a été arrêté et exécuté. Et Boko Haram a explosé en une myriade de nébuleuses.
je ne voudrais pas qu'on fasse un amalgame. Je crois que l'objet de cette émission, c'est d'éclairer les téléspectateurs sur les enjeux et sur l'actualité. Le danger des islamistes est pratiquement général en Afrique aujourd'hui. On voit des groupes religieux qui estiment qu'il faut qu'on établisse des États théocratiques et en les ramenant à 3000 ans en arrière. Et que ce soit les islamistes de AQMI, qu'on a évoqué ici grandement, mais qui, AQMI lui-même est devenu une grande nébuleuse, parce qu'il n'y a pas une seule AQMI, il y a des milliers d'AQMI, que ce soit Boko Haram du Nigeria, qui est devenu une énorme nébuleuse aussi. Je persiste à dire qu'il ne faut pas faire d'amalgame, et un amalgame volontaire. Le danger de Boko Haram, il a été plusieurs fois et régulièrement évoqué au Cameroun, parce qu'on se dit qu'effectivement, les jeunes, les guerriers de Boko Haram au Nigeria, ce ne sont pas tous uniquement des Nigérians. Il peut y avoir des Camerounais là-dedans. Mais le danger que l'on voit, c'est la peur qu'un jour il y ait des salafistes, qu'il y ait des islamistes qui arrivent ici au Cameroun et qui commencent à faire exactement la même chose. Le postulat de Boko Haram est d'établir un État islamiste au Nigeria. Ils le disent clairement. Je ne vois pas en quoi Boko Haram va venir chercher des touristes au Cameroun, des otages au Cameroun, pour les emmener là-bas et pour en faire des monnaies d'échange. 2 jours après l'enlèvement de ces Français, j'avais été invité par vous dans le journal, comme invité du journal, et j'avais dit que je suis pratiquement sûr que des négociations vont se faire rapidement, parce que si l'on tient compte d'un élément très très important, c'est que des deux côtés des deux pays, entre le Nigeria et le Cameroun, il y a les populations kanouries. Et la grande fête des Kanouris, c'est à Maïdougouri, au Nigeria. Et au Cameroun, même les Camerounais, comment est-ce qu'on appelle, les populations camerounaises, les Kanouris camerounais vont à Maïdougouri. Et j'avais dit que je suis très très certain que la population, la communauté Kanouri va être mise à contribution pour rechercher ces otages. Cela a été fait sans qu'il y ait de la casse, sans que l'armée ait eu à intervenir. Et ce sont des chefs Kanouris qui les ont remis à l'État camerounais. Moi je dis, c'est une bonne chose qu'on ne fasse pas un amalgame volontaire et tout simplement fumeux pour nous faire croire que Boko Haram est tellement puissant qu'après avoir, non seulement en faisant du grabuge au Nigeria, il va aussi faire le grabuge au Cameroun. Il y a un danger, certes, surtout sur ce banditisme transfrontalier. Et je l'ai aussi dénoncé. J'ai dit qu'il faut absolument qu'il y ait une plus grande sécurité entre les frontières et une coopération. Mais le président Goodluck Jonathan, quand il s'est rendu à Maïdougouri il y a quelques mois, il n'est pas parti là-bas pour la négociation des otages camerounais. Et je peux même vous dire que le problème des otages français n'a jamais constitué la grande actualité au Nigeria. D'ailleurs, pour chuter sur ce que disait M. Nede, il aurait demandé au gouverneur de cet État de quoi se met-il dans cette histoire d'enlèvement d'otages au Cameroun. En quoi est concerné le Nigeria? Pour vous dire. Donc, mais je voulais rechuter en répondant au chèque. Le chèque a dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas qu'on en fasse une histoire de politique. Mais moi, j'ai dit qu'il faut faire attention parce que vous voyez, au Mali, pourquoi le Tchad est allé au Mali? Déby est allé traquer les islamistes au Mali. Pourquoi? AQMI. Parce que c'est ces mêmes gars que la France a utilisé il y a quelques années pour venir tenter de renverser son régime à N'Djamena. Lorsqu'ils sont arrivés aux portes de N'Djamena, et que Déby a dû prendre en otage l'ambassadeur de France le 13 avril 2010 en fonction au Tchad. Donc, là, Déby avait l'occasion d'en découdre avec ces gars qui continuaient à menacer la stabilité de son pouvoir. Déby ne l'a pas fait parce qu'il est panafricaniste. Déby ne l'a pas fait parce qu'il voulait à tout prix que la politique française au Mali triomphe. Déby l'a fait parce qu'il avait une occasion d'en découdre avec son ennemi d'hier. Donc c'est pour vous dire que ces grandes puissances savent manipuler les choses, savent créer les outils et les manipuler à leur guise, afin de récupérer chaque fois sur les territoires africains ce qu'ils ont perdu la main gauche par la main droite, ou ce qu'ils ont perdu la main droite par la main gauche. Je tenais à vous apporter cette précision. Cheikh Hassan Sangou. Il faut le flashback par rapport à tout ce qui s'est dit ici. La communauté internationale en sait quelque chose. Le frère Cheikh Ibrahim Moubarak venait de souligner un point très important. Qui est le créateur fondateur de Al-Qaïda? Al-Qaïda qui est le pivot de toute décision terroriste. C'est les États-Unis d'Amérique.
connu de tous. Il avait formé Al-Qaïda pour renverser l'URSS et ça a brûlé ses mains par la suite. C'est un élément très important qu'il a souligné. Si nous revenons maintenant en Afrique, qui a formé et renforcé les salafites, c'est la Libye, c'est la France. Lorsqu'elle se voit en train de perdre tout en Afrique, il fallait renforcer et soutenir les terroristes pour renverser Kadhafi, de façon que le bien de la Libye, qui était privé à tout d'État français, revienne dès lors le partage quotidien des États forts, de la loi de la jungle. C'est fait ça. Si nous revenons maintenant au Nigérien, le Boko Haram a été soutenu par certains États en Occident parce qu'ils se voient en train de perdre la grande puissance africaine qui est le Nigeria. Ce sont eux qui ont renforcé Boko Haram. Boko Haram, les petits enfants qui sortent des écoles coraniques, ils trouvaient des biens matériels où il faut parler l'inspiration du Coran. Que c'est quelle inspiration du Coran? On vous a dit que ce sont les... Quand on dit islamiste, c'est entre guillemets. L'islam, qu'est-ce que l'islam? Qu'est-ce que l'islam? L'islam, c'est la gestion planétaire. L'islam, c'est la gestion humanitaire. L'islam a besoin de tout le monde. Si vous vous rappelez le commencement de l'humanité, Adam et Ève, quand ils ont commis les péchés, Dieu les avait-il tués? Dieu leur a dit de gagner la terre. Mais le Boko Haram parle du respect de la charia. Attendez, je vous définis. Boko Haram, c'est le mot de passe. C'est le mot de passe qu'on le donne. Revendiquer la charia, on va vous soutenir. Dans le seul but de mettre la Cisanie dans un état fiable, économiquement fiable, d'une densité économique très élevée. Comment fait-vous détruire le Nigeria? On révolte Boko Haram comme on a révolté les Salafites en Libye, comme on a révolté les Hakmi au Mali. Ça, c'est connu de tous. Mais je demande seulement au service de renseignement camerounais de faire régulièrement recours à ceux qui ont deux tendances de civilisation. Civilisation du côté des musulmans, c'est-à-dire majoritairement arabes, et civilisation occidentale. J'ai toujours demandé au service de renseignement camerounais de faire recours à nous pour imposer certains systèmes de renseignement dans nos territoires. N'acceptons jamais qu'on nous piège, pareillement. Vous avez vu ce petit piège tendu, bien en sort sain et sauf, je lui donne chapeau. Bon débarras. Bon débarras. Je voudrais dire quelque chose qui soit assez important. Hein. Il ne suffit pas tout d'un coup de dire c'est les Américains, c'est les Américains. Je vais vous dire quelque chose d'assez important. C'est un dossier que je passe pour le dire de manière ouverte à l'opinion nationale et internationale, que j'ai été tout près de toutes ces lectures et de ces pratiques. Les États islamiques du monde, sans exception aucune, ont échoué dans l'institution de ce qu'on a appelé Al-Qaïda aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'ils ont été entraînés dans l'affaire de Bosnie. Ils ont mis le pétrole en jeu parce qu'il fallait faire tomber la Russie. Pourquoi la Russie? Parce que disant un pays communiste ne croit pas en Dieu et que par contre l'Occident était le plus proche. C'est tout ce qu'ils ont financé. L'Amérique n'est qu'un formateur. Mais c'est lors du partage du butin. Parce que vous n'allez pas comprendre que ce sont ces pays islamiques sans exception aucune, de l'Arabie Saoudite, au Koweït, à l'Iran, pour en citer des noms, jusqu'aux pays de l'Afrique du Nord, qui ont envoyé leurs enfants lutter pour un but, une cause imaginaire. Aujourd'hui, les frais sont à payer, les mêmes pétroles sont mis encore en usage pour les guerres qui ne s'arrêtent pas. Ce même pétrole, par le Qatar, a été utilisé en Libye. Ce n'est pas seulement la France qui s'est amenée, mais le Qatar s'est mis en avant-garde. Il y a des pays du Golfe qui se sont mis en avant-garde. Et les mêmes pays, on le retrouve aujourd'hui en Syrie. Ces mêmes pays, on le retrouve au Mali. Donc, c'est cette chose qu'il faut pouvoir revoir pour ne pas indexer tout d'un coup et dire il y a tel qui puisse être... Alors, Boko Haram est un phénomène maîtrisable. Donc, Boko Haram est certes un phénomène maîtrisable, à une seule condition. Il y a une tactique qu'on appelle les tactiques non seulement d'infiltration, mais en réalité, il faut pouvoir changer au niveau des informations. Il y a des personnes ordi, appropriées, qui ont qualité
n'est-ce pas, d'échanger dans ce sujet et de pouvoir aider qui de droit à arriver à la finalité, ou du moins à finaliser cet arrêt. Je vais passer la parole, mais avant, Tchèque Sango, est-ce que Boko Haram est un phénomène maîtrisable? Boko Haram est un phénomène maîtrisable au niveau du Cameroun, parce que le Cameroun est une terre non fertile à Boko Haram. Parce qu'il y a deux Boko Haram. Boko Haram dogmatique et Boko Haram hypocrite. Quant au Boko Haram hypocrite, on les dépiste vite pour faire valoir les éléments au service des renseignements camerounais. Il faut avoir les gens dans les quartiers. Lorsque vous constatez qu'un père essaie de dissuader ses enfants, de faire en sorte que ses enfants n'aillent pas à l'école académique, ça c'est un Boko Haram hypocrite qui se prépare déjà. Quand l'enfant va grandir comme ça, dans cette forme d'éducation, il sera Boko Haram dogmatique demain. Il va falloir dire que sans le Coran, nul ne peut vivre. Oh, c'est archi faux. C'est archi faux. La planète Terre, c'est pour tout le monde. C'est pour les gens de Satan. Satan, quand il a désobéi à Dieu, Dieu lui a dit de descendre sur terre. La planète Terre, c'est pour tout le monde. Boko Haram est fertile dans d'autres nations. Mais ici, au Cameroun, grâce à Dieu, avec le service de renseignement, il faut que les gens travaillent de commun accord, du plus petit au plus haut niveau. Voilà, merci. Vous allez céder bientôt votre siège à un autre invité, Pius Jules Ndiaoui. Oui, donc je voulais dire ceci. Je voulais dire quelque chose de très important. Voyez-vous, nous sommes, en fait, professionnellement, je suis un professionnel de l'information. Et j'ai souligné tout à l'heure le caractère, c'est-à-dire avant les enlèvements, la présence dans cette zone des journalistes français, nous ne savons trop à la solde de qui, venus faire une enquête qui avait pour objectif d'amener les riverains à reconnaître la présence de Boko Haram dans cette partie du territoire camerounais, alors que les services de renseignement camerounais vous diront que malgré toutes les enquêtes qui ont été faites, ils ne peuvent pas établir la présence de Boko Haram dans cette zone du Cameroun. Et qu'est-ce qui va se passer au lendemain de l'enlèvement de ces Français? C'est que les premiers médias français qui vont commencer à relayer l'information ne vont pas faire un travail professionnel sur le cas de l'enlèvement. Ils vont passer tout leur temps à critiquer le régime de Yaoundé, à expliquer comment le président Biya est un président qui passe son temps à voyager, alors qu'on a affaire à des otages qui ont été enlevés. Ahmed, voilà. Et ce qui va se passer, c'est que d'autres personnes du Nord vont profiter de ce discours pour mettre en avant le fait que les territoires soient abandonnés. Mais moi, je tiens à souligner que la question des frontières est une question internationale. Ce n'est pas une question qui est propre au Cameroun. Moi, j'ai été en Occident. Quand vous partez, vous faites la Belgique, le Luxembourg et la France. Vous allez constater que les mêmes problèmes de frontières que nous avons ici sont les mêmes chez eux. Donc, ce n'était pas un problème qui est propre au Cameroun. Et c'est pourquoi, moi, j'ai été très conforté dans la thèse selon laquelle il y a une planification. Et cette planification avait pour but d'utiliser Al-Qaïda pour faire valoir ou alors pour mettre en exergue un acte. Donc, aujourd'hui, Dieu merci, la République a pu résoudre ce problème en toute quiétude, mais nous tirons la sonnette d'alarme. Cette sonnette d'alarme, c'est de dire les ennemis de la République ne dorment pas. Alors que les Camerounais et que les citoyens camerounais renforcent la vigilance, que le pouvoir en place donne les moyens à la société civile, aux journalistes, parce que j'ai fait cas tout à l'heure d'une insuffisance dans le traitement de l'information, ce qui peut aujourd'hui amener la presse dans toutes ses supputations. Effectivement, la presse camerounaise, parce qu'elle n'a pas de moyens de couverture, elle n'a pas le moyen de travailler. Ça peut être une excuse facile aussi. Non, ce n'est pas une excuse facile. La vérité, c'est que aujourd'hui, pour faire un tel travail, c'est une enquête qui doit être commanditée. Moi, je suis administrateur d'un journal. Si je dois envoyer quelqu'un dans cette zone couvrir, faire tout ce travail, je vais compter entre 6 et 800 et 1 million de francs. Donc, la presse camerounaise n'a pas les moyens. Donc, nous demandons aux autorités camerounaises de donner les moyens à la société civile pour lutter contre ces phénomènes qui essayent de gangréner le fonctionnement de notre République.
Oui, moi comme conclusion, je dirais que il faudrait tout simplement éviter que ce genre d'actes se répète. Et pour que il ne se répète pas dans cette région du pays, il faut d'abord commencer par accélérer les travaux du réaménagement de la route Maroua-Kousseri. Et donc, de deux, il faudrait mettre une plus grande sécurité entre les frontières du Cameroun et du Tchad et du Nigeria, comme je vous l'ai dit, et tous ceux qui connaissent la région peuvent vous le confirmer. Cette région est particulièrement poreuse et les trafics et donc forcément ouverte à tous les trafics. Donc il faut accélérer la coopération entre le Nigeria et le Cameroun et maintenant nous arranger à ce que cette zone soit beaucoup plus sécurisée. Voilà, nous restons dans les questions de sécurité avec ce braquage perpétré en rapport avec Ecobank. Cette semaine, plus précisément mercredi dernier, nous saluons la présence ici sur le plateau de Moïse Niem, qui est policier, actuellement qui fait valoir ses droits à la retraite, un ancien collaborateur d'Interpol. Bonjour et merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Bonjour, monsieur. Voilà, nous commençons avec le traitement de cette actualité par la presse. On a remarqué ce qu'on appelait tout à l'heure à l'entame de cette émission, à l'introduction d'une double détente de la presse qui, dans un premier temps, juste au lendemain de ce braquage dont jeudi a parlé d'un braquage à Ecobank, mais qui s'est ravisé après la sortie de la direction d'Ecobank pour parler d'un braquage aux alentours d'Ecobank. Qu'est-ce qu'on peut retenir effectivement, Kaminele? Est-ce qu'il faut parler d'un braquage à Ecobank ou alors d'un braquage aux alentours d'Ecobank, parce que l'acte est perpétré au moment où les fonds sont en train d'être transférés, être remis à Transval, le prestataire qui s'occupe justement de convoyer de l'argent? Vous parlez d'un braquage devant Ecobank et c'est l'argent d'Ecobank qui est parti parce que cet argent allait à Ecobank. La précision vaut peut-être son pesant d'or, mais c'est un braquage. Et avec ce braquage perpétré à ciel ouvert, en plein jour, avec des auteurs qui tirent froidement sur les militaires en faction, je dis, c'est une sonnette, c'est beaucoup plus qu'une sonnette d'alarme. Ça démontre tout simplement qu'il faut trouver d'autres moyens pour combattre le grand banditisme qui n'est pas assez combattu dans ce pays. Notamment en matière de braquage, parce que les gens s'émeuvent aujourd'hui qu'il y ait un braquage et que les jeunes utilisent des armes de guerre pour attaquer les banques, c'est tout à fait normal. Et moi, je dirais même que le Cameroun est en retard. Allez au Nigeria, vous verrez que dans la ville de Lagos, il y a au moins 50 braquages par jour. Donc si le Cameroun ne peut avoir qu'un braquage par mois ou deux, par trimestre, ça veut dire que nous sommes peut-être en arrière, mais seulement le phénomène est inquiétant et il y a des choses à faire. Ces choses-là, notre nouveau intervenant qui est là, il pourra vous le dire, mais il se pose un problème de sécurisation. Alors, est-ce que l'insécurité plus pour parler du cas d'espèce, auprès des établissements bancaires, a-t-elle franchi le Rubicon aujourd'hui avec ce qu'on a observé ces derniers jours? C'est d'abord un braquage dans la ville de Douala, dans une microfinance, et moins de 24 heures plus tard, c'est un braquage dans une agence d'Ecobank. Merci de me passer la parole, mais je dirais que la sécurité maintenant auprès de ces institutions bancaires et de microfinances, et même sur certains autres points sensibles, n'a de sécurité que le nom. Ça n'a de sécurité que le nom, parce que le système mis en place, techniquement, n'est pas celui qui devrait être mis en place. Une bonne sécurité, quelle qu'elle soit, que ce soit une sécurité des personnalités, que ce soit une sécurité des immeubles ou des institutions, comme vous venez d'en parler, d'abord il y a une grande discrétion qui doit être mise en place. Mais vous allez voir qu'il n'y en a pas du tout. On va vous placer devant une microfinance, deux filles gardiennes de la paix, ou alors deux policiers qui sont comme des bouquets de fleurs que l'on peut voir à 1000 km, parce qu'avec leur tenue, le braqueur peut de loin. Quelqu'un vient de dire qu'au Cameroun, nous devons être contents qu'il n'y ait de braquage que peut-être une fois le mois. Parce qu'ailleurs, effectivement, on braquerait tout le temps et la facilité leur est donnée aux braqueurs. Parce que les seuls
qui devrait même jouer le rôle plutôt de dissuasion en tenue, alors que des dispositions discrètes qui devraient être mises en place tant à l'intérieur des institutions, aux alentours des institutions, un peu en deçà même de, si je voudrais sécuriser Equinox, moi, même, qui ai fait une étude assez poussée dans la sécurisation, mais je mettrais quelqu'un au niveau de Oil Libya, une équipe là-bas, en civil. Dans tous les cas, c'est sans publicité. Oui, sans publicité. Je mettrais encore une autre équipe, et puis mes caméras qui balayeraient, n'est-ce pas, les entrées, les deux voies qui mènent à Equinox, seraient prêts à m'informer de qui vient entrer à Equinox. À l'intérieur d'Equinox même, j'aurais des caméras qui filtreraient les entrées de ceux qui viennent, les usagers d'Equinox. Et même des caméras qui surveilleraient M. Mahop et autres d'Equinox, pour que, et ceci de manière très discrète, en même temps qu'à l'intérieur d'Equinox, j'ai des agents qui m'informent de la situation, mais en civil. Donc la discrétion est la première règle dans une sécurité efficace. Oui, moi je constate simplement que chaque fois qu'il y a braquage à Douala, chaque fois qu'on entend qu'une banque de premier ordre a été braquée, c'est Ecobank. Mais je crois surtout que c'est aussi une question de moyens. Comme disait l'expert, ces structures ne mettent pas assez de moyens pour sécuriser l'argent des Camerounais, pour sécuriser les citoyens camerounais qui y travaillent. Donc, ce qui peut expliquer cette facilité avec laquelle les gens opèrent à tous les coups. Parce qu'effectivement, vous avez posé la question tout à l'heure. Est-ce que le braquage a lieu chez Ecobank ou alors chez le transporteur? Mais ça, c'est une question. La réponse de l'administrateur d'Ecobank, est une insulte à l'endroit du peuple camerounais. Parce qu'il y a 2 militaires camerounais qui sont morts, 2 gendarmes camerounais qui sont morts. Ces gendarmes sécurisaient l'argent des citoyens camerounais pour le compte de l'Ecobank. Et moi, je crois que la société civile va préparer une riposte forte à l'endroit des dirigeants d'Ecobank. Parce que ça, c'est une insulte à l'endroit du peuple camerounais. Donc, c'est un danger. Que Ecobank veulent aujourd'hui extirper sa responsabilité de cette cause, en disant que le braquage a été perpétré en dehors de l'établissement. Mais c'est Ecobank qui donne le contrat à la société d'escorte. S'il y a des défaillances, ils n'ont pas attendu qu'il y ait ce braquage pour constater qu'il y avait des défaillances dans la technique de transport de fonds. Donc, si on ne peut pas aujourd'hui assumer sa responsabilité pendant qu'on est dans une telle situation assez critique, il est important que la société civile camerounaise demande aux dirigeants d'Ecobank de rendre compte. Et ça devrait être fait. Et les pouvoirs publics doivent pouvoir nous aider à le faire. Bon, le premier constat est que cette chose devient déjà assez récurrente. Et ce qu'on constate devant nos banques, c'est que les banques ne font pas d'efforts de se sécuriser elles-mêmes. Je prends un exemple. Lorsque vous vous retrouvez en Europe, dans tout pays, en France, et que vous rendez dans une banque, l'accès déjà à la banque, à cette porte de la banque, n'est pas déjà facile. Vous devez d'entrer dans une sorte d'enclos assez sécuritaire où on a la possibilité de vous voir et de savoir si vous êtes armé ou pas, afin d'avoir accès à l'intérieur. Donc, ces mêmes mécanismes peuvent être faits ici parce qu'il s'agit de gestion d'argent des citoyens. Le deuxième élément, c'est que, avant de se rejeter des torts à l'un ou à l'autre, la société de transport de fonds, qui se veut non seulement d'avoir des personnes armées, parce que porter les armes, ça ne suffit pas, mais il faut s'entourer des dispositions adéquates pour amener le fonds au lieu dit. L'expert l'a dit tout à l'heure, je peux m'amuser
à dire autre chose, à dire qu'une équipe, comme il a dit, en civil, mais qui soit en avant, et celle d'après, pour pouvoir gérer au cas où cette voiture est attaquée, de riposter au moment précis. Donc cette voiture qui transporte les fonds ne doit pas être la seule avec les fonds. Si les gendarmes, les hommes en tenue ne sécurisent que ce fonds, eux seuls ne suffisent pas, ils ont besoin eux, à leur tour d'être sécurisés. Et si ce mécanisme est mis en application, on verra donc qu'une fois qu'on a tiré sur eux et qu'on a pu posséder les fonds, on ne pourra pas sortir de la gueule de ceux qui ont placé au devant et derrière pour s'en échapper. Donc, c'est des choses un peu à revoir, tant au niveau des transporteurs de fonds, aussi qu'au niveau des banques. Moïse Yémon, on découvre un nouveau mode opératoire de ces braqueurs, et puis cela a été une fois de plus expérimenté au cours de l'attaque de l'agence Ecobank. Quelqu'un qui, d'après le rendu de la presse, a joué le mouton, il s'est fait passer pour un fou pendant de longues heures. Oui, effectivement, ça donne à rire parce que, effectivement, nous apprenons dans les services de sécurité, tant bien à la gendarmerie, à la police qu'à l'armée, comment est-ce qu'on peut sécuriser un endroit. Voilà un lieu, Ecobank, où, au quartier Congo, dans un marché, un fou n'a jamais été là. Depuis il y a longtemps, subitement, on voit quelqu'un qui joue au fou. Mais la première des choses des agents de sécurité, c'est de palper ce monsieur, de voir pourquoi subitement il devient fou là. Et puis, est-ce qu'un fou, c'est son endroit où il doit être en fait? On devrait déjà vraiment savoir s'il n'est là que pour la diversion. Ou alors, c'est lui le cerveau. On voit que c'est ce monsieur qui a déclenché les hostilités. Celui-là qui jouait au fou. C'est lui qui a ouvert le feu. Mais c'est lui qui a ouvert le feu, mais qui a été pourtant là depuis le matin. Et puis autre chose, le renseignement est très important pour sécuriser un lieu. Il faut avoir dans les environs de l'institution à sécuriser une toile d'araignée qui puisse vous renseigner des cas anodins qui n'étaient pas hier mais qui sont là maintenant. On doit savoir pourquoi cet élément actuel s'est ajouté au décor qui était ordinaire. Mais il y a un élément qui vient s'ajouter. Qu'est-ce que cet élément? Pourquoi cet élément? Alors les agents qui étaient là pour maintenir la sécurité se sont amusés à voir ce monsieur-là et peut-être même à causer avec lui, parce que lui qui est là, il étudie les lieux avec les téléphones portables que nous avons maintenant, il dirige son opération à partir de là où il joue au foot. Et une fois encore, je dis la discrétion, parce que pendant que lui il était là, il voulait déjà cerner le site, voir qui peut être pour eux un obstacle. Mais comme il n'y avait que les quelques éléments en tenue, dont il... Mais oui. C'est vrai qu'une enquête est ouverte et qu'on devrait être patient pour en attendre les conclusions. Mais jusqu'ici, est-ce qu'il n'est pas possible d'envisager des complicités à l'intérieur même de la banque? C'est d'un. De deux, le problème se pose aujourd'hui avec beaucoup d'acuité. On voit comment les banques sont braquées avec succès en présence même des agents de sécurité d'un type particulier que sont les hommes en tenue, l'armée ou encore la police. Est-ce que le problème ne se pose pas parce que ce type de personne n'est pas suffisamment formé pour ce type de sécurité? On se souvient à un moment donné que le ministre de tutelle avait interdit ce type de garde rapprochée. Ce n'est pas parce que ce type de personnes, surtout policiers, gendarmes, qui ne sont pas formés. Non, ils sont formés. Vraiment, ils sont formés. Pour ce type d'opération. Même pour ce type d'opération. Mais maintenant, la mission qu'ils ont lorsqu'on les envoie là-bas. Vous avez parlé tantôt de la complicité à l'intérieur. On se souvient que les caméras étaient déviées de la trajectoire où on devrait les placer. Mais ça veut dire que de l'intérieur, quelqu'un savait qu'il viendrait de l'extérieur quelque chose. Donc,
on peut s'en apercevoir à la centrale. Mais ils ont dévié, n'est-ce pas, la trajectoire des caméras. Bon, les gendarmes et policiers sont formés, très bien formés même. J'ai été content tout à l'heure quand l'imam qui était ici à ma place disait que le Cameroun a une sécurité bien étoffée. Mais c'est l'applicabilité sur le terrain qui gêne. Les missions qui sont données aux agents qu'on y envoie, parce qu'il est aussi, ça je vais prendre sur moi de le dire, j'en suis conscient et conséquent, parce que ces agents qu'on envoie, un commissariat, maintenant, peut vouloir négocier ce genre de garderie ou de sécurité avec des microfinances parce qu'on paye. Il y a de l'argent qui est versé à ces chefs d'unité, et alors on peut y envoyer... de l'argent qui n'est pas redistribué. Et on peut y envoyer qui on veut l'essentiel, c'est qu'on voit des fleurs en tennis, des bouquets de fleurs, et on croit que là, la technicité de la sécurité n'est pas appliquée. Ce n'est pas parce que à la police, on ne la prend pas. Moi, je sors de la police. Vous avez dit tout à l'heure que je fais valoir mes droits à la retraite. Non, je ne devrais pas les faire valoir, mais je devrais plutôt en jouir. Parce que ça, c'est une erreur que le Cameroun fait à envoyer des retraités et faire valoir leurs droits. Efficace comme vous. Moi, après ce braquage et avec tout ce qui se dit, il y a deux choses pour moi qui sont importantes. Et là, vous m'excuserez d'être un peu long parce que je vais donner des détails. Mais vous n'aurez pas toute l'éternité. Je n'aurai pas l'éternité, mais je vais être un peu long. Et c'est pour ça que je demande déjà votre induction. Il y a d'abord le problème de la sécurisation de ces banques, justement. Transval est le seul opérateur qui transporte les fonds, mais il n'a pas de personnel armé. Il faudrait maintenant peut-être que toutes ces institutions bancaires s'arrangent à être protégées par des structures spécialisées aussi bien dans le transfert que dans la sécurisation. Il faudrait ça. Au Cameroun, ça n'existe pas. Je pense maintenant qu'il va falloir qu'on prenne des gens entraînés qui savent utiliser les armes et qui connaissent tout le modus opérandi du transport des fonds jusqu'à la remise de fonds. Mais ça, c'est le premier problème. Ce premier problème-là, c'est si les responsables des institutions bancaires ne peuvent pas sécuriser leur argent, ce sera leur problème. Mais le deuxième problème, ce sera le problème de la gestion de la grande criminalité qui prend des proportions de plus en plus inquiétantes au Cameroun. Parce que des gens arrivent devant une banque, tirent des coups de feu, abattent des gens et prennent de l'argent, ça devient sérieux. Et c'est sérieux pourquoi? Parce qu'il y a un problème même de sécurité, un problème de suivi du grand banditisme qui se pose au Cameroun aujourd'hui. Regardez, il n'existe pas de fichier criminel. Ces gens qui ont posé cet acte, on sait que c'est qui. Ils viennent d'où? Ça peut être des militaires qui ont été révoqués, ça peut être des gens qui sont venus du Nigeria, ça peut être n'importe quel malfaiteur qui est recherché par la police, mais ils ont opéré le visage à découvert. Ils n'étaient même pas masqués. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un problème aujourd'hui au Cameroun. On devrait obtenir aujourd'hui un office de répression du grand banditisme, avec un fichier, avec des gens qui, quand ils sont arrêtés pour des problèmes de grand banditisme, qui soient identifiés, qu'on les suive, qu'on suive leur suivi jusqu'à la sortie de prison et ceux qui font par la suite. Vous savez, j'ai suivi deux exemples. Il y a l'exemple du colonel Mambou. En 1900, dans les années 80, il avait créé ce qu'on appelle un peu structure. C'était la seule unité de gendarmerie qui avait un fichier. Il était capable d'arrêter des gens jusqu'au nord, jusqu'au Nigeria même. Et ensuite, il y a l'exemple du colonel Bobo, quand il était commandant des GSC à Douala. À cette époque-là, il y avait le braquage des voitures, des grandes voitures de luxe. Avec les structures qu'il avait faites et avec un suivi de la criminalité, une lisibilité de la criminalité, parce que tous ces commandants de compagnie dressaient le compte rendu de tout ce qui s'est passé dans la région pendant chaque mois. Alors, il était en mesure de poursuivre des gens qui volaient les voitures et les rattraper jusqu'au Tchad. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe que les gens chargés et les enquêtes judiciaires et même de leur pression n'ont aucun instrument. C'est un problème d'homme, c'est un problème de volonté. Et c'est un problème de mise sur pied d'une structure capable de servir en même temps à la gendarmerie et à la police. Est-ce que vous pouvez imaginer, Maroc, je cite que quelqu'un peut être évadé de la prison de Yabassi. Il arrive ici à Douala, on l'arrête pour un larcin. Il va à Niobé, il est condamné à 6 mois de prison, il sort de prison, on ne saura pas sans qu'on ne sache qui est un évadé. Donc je pense que ce problème aujourd'hui avec cette banque, nous devrions
devrait interpeller les autorités à mettre sur pied et un système maintenant de gestion de grand banditisme qui devient vraiment sérieux, et surtout maintenant le problème de la sécurisation de ces fonds, tant à l'intérieur des banques qu'à l'extérieur des banques. Parce qu'en Europe, même les voitures de transport, de convoi de fonds sont attaquées. Il faudrait tenir compte de tout cela. Oui, merci. Mon voisin qui vient de chuter, il fait allusion à beaucoup de formes d'objectifs à sécuriser. Parce que la sécurité n'est pas la même lorsqu'il faut sécuriser un immeuble, un site sensible, une personnalité, c'est différent. Au Cameroun, nous avons toutes ces formes de sécurité. Ça, je vous le dis, par l'Interpol, on peut aller dans n'importe quel pays, interpeller n'importe quel Camerounais qui aurait commis des bévues ici. Nous en avons, et la technicité et le pouvoir. Mais maintenant, je peux continuer. Oui. Allons-y. Maintenant, le cas des banques, puisque nous parlons du cas des banques, c'est une autre forme de sécurité. C'est pour ça que je ne suis pas en train de m'évader sur, n'est-ce pas, la pléiade de sécurité qu'il faut mettre en place. Nous parlons des braquages, donc des points de finance, des points sensibles précisément, donc des points qui sont fixes là. Et c'est ce genre de sécurité où on dit, nous disons, et je suis d'accord, j'ai été d'accord avec lui, lorsqu'il a dit que de l'extérieur, il faut un dispositif, et je l'ai dit au départ, qui puisse maîtriser. Si on a pu tirer sur des gendarmes et entreprendre, il fallait qu'il y ait du répondant dehors, qui ne permette pas à ceux qui viennent d'arracher de l'argent de s'en aller. Et là, il faut des moyens, mais des vrais moyens. Parce que pour gérer au moins une dizaine de personnes, je vais extrapoler un peu parce que je donne un exemple. Je passais la sécurité au niveau des aéroports de ce Cameroun. J'étais là-bas pour sécuriser les personnes, les usagers, les passagers de sans publicité, de Sabena, donc, aux aéroports. J'avais 18 personnes et j'étais le superviseur. Alors, je les plaçais à l'extérieur pendant que les voitures arrivaient. J'avais le feedback de tel passager qui est descendu, accompagné de tel, on filtre. Seul le passager entre. Pour aller vers les guichets, on a quelqu'un qui oriente, mais qui est en civil, qui n'est même pas connu. Vers les conteneurs, il y a les gens. À la salle d'embarquement, il y a des gens. Il y a tout un arsenal, 18 personnes que je devrais gérer. Il faut les mettre en place. Donc s'il y a une banque qui peut n'avoir que 18 personnes, ne serait-ce que 10, pour encadrer son espace, c'est déjà, ça demande des moyens. Ça demande vraiment des moyens, parce qu'il n'y a pas que des hommes. Il faut leur donner... Et là, c'est la sécurisation ponctuelle. Mais est-ce que le problème ne se pose pas au niveau de la non-validité ou encore ne se pose pas au niveau du système tout entier, système général d'alerte au Cameroun? On sait que quand il y a une situation, les forces de l'ordre interviennent pas avec beaucoup de célérité. Oui, là vous dites... S'il y avait une célérité en la matière, est-ce qu'on n'aurait pas pu tout au moins rattraper ces Vous avez raison, mais c'est regrettable. Nous aussi, nous le regrettons. Mais ça revient toujours à la même question de l'effectif. Parce que même si le savoir-faire est là, si on pouvait mettre, comme vous le dites, des moyens en marche, parce que vous dites, si on appelle ces gars qui se sont préparés, n'oubliez pas que le braqueur... Alors qu'on les voit tout le temps lorsqu'il faut réprimer la marche politique. Oh, ça c'est pas la même chose. Et les voir réprimer la marche politique, c'est pas la même chose. Ils se préparent pour... Mais quand un braqueur lui vient, les agents de sécurité ou bien les forces de l'ordre n'ont pas déjà des nouvelles qu'ils vont attaquer de ci, de là. Alors que pour votre marche politique, vous-même vous la déclarez et nous prenons nos dispositions avec le sous-préfet en place. Vous n'allez pas nous l'empêcher.
Un élément assez important qu'il faut se mettre en conscience, c'est que il y a quelques années, ces choses, les citoyens n'étaient pas habitués. Et lorsqu'on mettait un agent de sécurité qui porte son arme, ça faisait peur à tout le monde, parce que l'arme n'était pas à la portée de n'importe qui. Aujourd'hui, avec les trafics d'armes qui se passent au-delà de nos frontières, les braqueurs sont parfois plus armés que des gens en tenue, ou ont encore des armes plus sophistiquées. Vous n'êtes pas sans ignorer le triangle que nous formons du nord, de son nord comme à son ouest et à son est, c'est que des armes qui circulent. Donc, il va falloir aujourd'hui multiplier de vigilance et de savoir que ce ne sont plus les mêmes bandits, ce ne sont plus les mêmes méthodes qui sont utilisées, mais et que aussi au niveau même d'armes, au niveau des moyens qu'utilisent, n'est-ce pas, nos agents de sécurité, qu'il y ait une sorte de modernité. Il faut revoir le système. Il faut revoir le système. Non, moi je pense sincèrement, et que je n'ai jamais cessé de le dire, qu'il y a un problème de gestion de la criminalité. Les armes aujourd'hui, on parle d'armes qui circulent, elles ne circulent pas aujourd'hui. En 1970, il y avait déjà 40 à 50 braquages à l'école chaque jour. Ça ne veut pas dire que Douala était à l'abri, que Douala était tout simplement plus pauvre. Mais cela veut dire seulement que cette forme de banditisme n'avait pas encore atteint nos frontières. Il faut que nos services de sécurité, que ce soit la police, que ce soit la gendarmerie, que ce soit l'armée, soient en mesure plutôt de prévenir plutôt que de guérir. Ouais, mais malheureusement, nous sommes là, c'est après coup que nous commençons à réagir. Après ce braquage de Koban, évidemment, d'ici quelques jours, les gens sont déjà en train de réfléchir comment sécuriser davantage les banques. Mais pour sécuriser les banques, il faut des structures spécialisées, avec des gens spécialisés, avec beaucoup plus de personnel et avec beaucoup plus d'armes. Mais je reviens toujours au même problème, le problème de la police et de la gendarmerie qui ne font pas d'efforts pour mieux sécuriser les personnes et les biens. Je dis à travers, il faut absolument dans ce pays un office de répression du grand banditisme. Le grand banditisme a des proportions aujourd'hui telles que vous allez être surpris. Et là, après ce braquage de Koban, ne soyez pas surpris que dans 2 ou 3 jours, qu'on ait braqué à Manga ou qu'on ait braqué à Kikem, des petites banques. Parce que les gars, en Adi, parce qu'ils ont bien de réaliser, sachant très bien qu'on peut braquer rapidement et disparaître en moto, ça va être plus facile pour eux. Les autorités vont seulement se mettre à courir après. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors qu'ils auraient dû commencer à penser avant. Et c'est un problème d'hommes aussi. Parce qu'on met aussi à la tête des structures des gens qui n'ont pas la capacité ou même suffisamment de compétences pour gérer. On ne peut pas mettre par exemple comme commissaire d'une police judiciaire par exemple quelqu'un qui n'a jamais fait que l'administration à la direction de la police judiciaire à Yaoundé. Il faut mettre quelqu'un qui est spécialisé dans la lutte anti-gang, dans le grand banditisme. Et ça existe dans tout ça. On doit faire ça dans toutes les structures où il faut mettre les hommes qu'il faut pour réprimer le grand banditisme parce qu'ils ont l'expérience du grand banditisme. Tout à fait. Monsieur Ndiaye, moi par rapport à cette histoire de braquage, pourquoi toujours Ecobank? C'est cette question que je m'apprêtais à vous poser. Toujours. Est-ce que c'est anodin? Est-ce que vous croyez que les malfrats, qui sont aussi intelligents... Encore que ces malfrats ont frappé le jour l'affaire passée en audience au tribunal militaire, l'affaire du braquage de Bonabé à voilà. 2011. Donc, il faut comprendre une chose. Moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que ces braqueurs qui sont assez intelligents, qui réfléchissent, ont dû percevoir dans la stratégie de défense, de protection d'Ecobank une certaine fragilité. Une certaine fragilité. C'est ce qui peut expliquer pourquoi il revient toujours chez Ecobank. Dans tous les cas, c'est une opinion. Oui, c'est une opinion. Mais maintenant, et ça revient à ce que j'ai dit d'entrée de tout à l'heure, lorsque vous lésinez sur les moyens à investir sur les questions sécuritaires, vous n'avez que ce type de résultat. Donc, maintenant qu'on cesse d'exposer les citoyens, que des entreprises qui viennent sur le territoire camerounais pour exercer, ces entreprises doivent dorénavant obéir et respecter un cahier de charges qui devrait leur être soumis par les autorités camerounaises. Parce que, vous voyez les gendarmes dans les banques et les coopératives, à un moment donné, la tutelle avait refusé cela. On a vu qu'il y avait des soucis de gardiennage qui faisaient ce travail. Mais les braquages ont quadruplé.
Mais est-ce que du point de vue législatif, la loi ne devrait pas évoluer? Quand l'on sait que les sociétés de gardiennage ne peuvent pas avoir l'autorisation d'utiliser une arme. Moi, je pense qu'il y a une cybernétique sociale, une régulation sociale de la cybernétique sociale qui devrait se mettre sur pied. C'est-à-dire qu'on doit adapter le contexte à une l'évolution au contexte. Donc, il est impératif que le législateur essaye de faire évoluer la loi sur les sociétés de gardiennage et de sécurité pour faire que ces entreprises deviennent des outils d'accompagnement de la sécurité publique. Nous sortons rapidement. En quelques secondes avant qu'on donne la parole à l'espèce. L'officier Niama dit quelque chose tout à l'heure. Il dit qu'il va à la retraite. Mais voilà une banque de la sécurité qui est en train d'aller à la retraite aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il laisse derrière pour que c'est un plaidoyer en sa faveur. Non, pas en sa faveur. Je vais ressortir parce que il y a quelques années, quand le phénomène des coupeurs de route était en percé le Grand Nord, on est parti chercher un colonel à la retraite, le colonel Pomme. C'est lui qui avait créé le PLI, qui a réprimé et cassé complètement le coupeur de route. Il y a beaucoup de colonels aujourd'hui et de commissaires de police qui sont à la retraite à 45, à 50, 60 ans, mais avec une expérience formidable, tant dans la gestion de c'est la réglementation. Donc je voulais donc dire que voilà quelqu'un qui part, mais la police peut très bien lui dire, monsieur, ne partez pas, venez encadrer les jeunes qui sont là. Voilà. Bon. Pour... Oui, je voulais dire qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Mon frère Jules, mon jeune frère, qui dit que il faut que qu'il y ait déjà une loi qui puisse faire en sorte qu'il y ait une répression. Mais il y avait le commandement opérationnel ici. Et c'est le public qui a demandé que le commandement opérationnel soit arrêté. Je suis content quand il évoque Pomme, parce que moi aussi j'ai été à Touboro, là où il y avait le siège des coupeurs de route. J'ai été à Touboro moi-même, mais là à Touboro, il fallait que lorsqu'on arrête un coupeur de route, qu'on ne demande pas, qu'on l'exécute. Oui, ou bien que le nouveau code de procédure pénale ne vienne pas nous dire c'est présumé ceci, présumé cela. Le droit de l'homme ne se présente pas. Voilà que là, si on sévit une fois, deux fois, vous voyez, ça va s'arrêter, mais c'est vous encore, les civils, qui allez dire que c'est vous. Trop d'intolérance tue. En fait, la réalité, la réalité est celle qu'il faut revoir, hein, la méthode qui puisse être aujourd'hui et pouvoir, n'est-ce pas, rendre assez plus professionnelles les méthodes de sécurité. Voilà. Merci à vous. Timothée Makongo, analyste sportif, qui n'a pas cru devoir se présenter à ce plateau. Vous comprenez pourquoi nous avons passé l'éponge sur le sujet, sur le recrutement d'un sélectionneur, entraîneur au sein de l'équipe nationale de football du Cameroun. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Messieurs, merci d'avoir accepté ce plateau, madame. Monsieur, merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur les programmes d'Equinox Télévision. Nous sommes arrivés au thème de ce programme. Nous vous retrouvons dimanche lorsqu'il sera 12h. Au revoir.